nouvel épisode d'Échanges Authentiques. Meilleurs vœux à tous parce que c'est le premier tourné en 2025. Il y en a un qui arrive là, mais le premier. Merci Anne Van Den Sand d'avoir accepté l'invitation. Bonjour déjà. Bonjour et bonne année à tout le monde et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté, c'est super sympa. Donc je rappelle pour ceux qui suivent un petit peu, l'idée c'est de rendre accessible l'apprentissage à l'âge adulte et justement aujourd'hui on va en parler avec Anne. Mais avant tout, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Anne? Maintenant, je suis Anne Van Den Sande. Comme mon accent et mon nom le dit, je suis belge, je vis euh, en France, à Lille. Je suis conférencière, formatrice en prise de parole et surtout, je suis une grande optimiste qui aime l'authenticité, la joie de vivre, la bonne humeur et surtout, j'aime beaucoup rigoler. Ah, génial. Alors là, on est bien, on est bien. Alors, tu dis coach en prise de parole, mais tu fais quand même pas mal d'autres choses aussi. Tu es comédienne, tu es maître de conférences, tu fais des formations, plein de Je suis choses pas quand même. maître de conférence, je suis Tu n'es pas conférencière. conférencière, C'est pardon. la même chose. Maître de cérémonie. Je me suis trompé, maître Voilà. de cérémonie. Voilà, pas maître de conférence, maître de cérémonie. Ok. Donc tu fais plein de choses, on va en parler justement. Mais souvent, voilà, j'essaie de repartir un petit peu dans le passé, dans l'enfance, voilà. Et j'aimerais justement savoir qui étais-tu à l'école, Anne Van Detsen, et quel rapport t'avais avec l'apprentissage? Alors, qui j'étais? J'étais quelqu'un d'assez réservé, plutôt calme, en tout cas dans la partie collège et une petite partie du lycée. Mais moi, mon rapport à l'apprentissage, c'est que ça ne s'est pas du tout bien passé pour moi à l'école. Je suis une dyslexique et à l'époque, la dyslexie était quelque chose qui n'était pas encore trop mis en avant ou Mhm. qu'on ne comprenait pas encore trop. Et donc, moi, tout ce qui était grammaire dans le français, tout ce qui était mathématiques, tout ce qui est en fait science, toutes ces logiques-là, je ne la comprenais pas. C'est pas que j'étais stupide, c'est que Mhm. moi, comme je vois les mots en images, comme j'ai un imaginaire assez développé, une phrase peut se transformer en complètement autre chose dans la signification propre. Mhm. Donc moi, j'avais un professeur qui comprenait pas qui j'étais et qui a trouvé le moyen de me ridiculiser, de m'humilier devant tout le monde. C'est-à-dire que pendant un problème où j'ai essayé de comprendre la signification du problème, tu sais, ces machins qui sont le train arrive à grande vitesse, des trucs que je comprenais rien. Et surtout, mon cerveau me disait, mais à quoi ça sert de calculer? Il suffit de regarder un horaire. Donc, en fait, j'étais tellement dans cette logique que je ne comprenais pas. Donc, Mhm. elle se dit, puisqu'elle comprend rien et qu'elle est stupide, cette petite, on va prendre tous les élèves de la classe et on va les utiliser. Et donc, elle a commencé à calculer avec les élèves pour me montrer, bah, tu vois, ça c'est les kilomètres, ça c'est ceci, on multiplie, on divise. Mhm. Et ben, moi, toute seule en plein milieu de la classe, j'ai rien compris. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était préférable de me taire et de rester dans le silence. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années en pesant plus que 33 kilos parce que ça m'a vraiment beaucoup marqué. Donc moi, l'apprentissage à l'école, ça n'a pas été vraiment mon pied. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup. La dyslexie, maintenant, est un petit peu plus prise en compte, mais effectivement, c'est quelque chose d'important. Et Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la dyslexie, c'est-à-dire qu'on fait quand même attention qu'il y a plein de qu'il y a plein de gens qui fonctionnent différemment, même si encore les professeurs ne sont pas encore tous à 100%, c'est pas éduqué que je cherche le mot, allez, sensibiliser, on va dire ça comme ça, civilisé, former. Hmm. voilà, des fois ils sont perdus en fait, mais ils savent que ça existe et donc l'enfant peut en tout cas moins se sentir abruti, débile, parce que moi pendant des années j'ai cru que j'étais vraiment une grosse buse. Comment on le vit ça justement alors je dévie, on avait prévu quelques questions, mais comment on vit ça quoi? Parce Bon, que on ne le vit plus pas très 33 bien. kilos, c'est pas terrible. Ah non, 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 j'étais vraiment très maigre. Pourtant, je mangeais, hein. Ce Ouais. qui déprimait ma sœur parce qu'elle ne faisait pas ses 33 kilos. Mais on le vit mal. En fait, d'abord, on n'a pas la notion qu'on le vit mal. On le subit. Et donc, on met dans son esprit que de toute façon, on est nul en français, en orthographe, ce qui n'a pas beaucoup changé, mais heureusement, il y a plein d'outils. Mhm. Donc, comme on est nul en orthographe, qu'on ne sait pas bien écrire, bah, ça veut dire qu'on est nul, que les mathématiques, ce n'est pas quelque chose qui est logique, qui est compréhensible, donc ça veut dire qu'on est nul. Donc, moi, toute ma vie, une bonne partie, je me suis dit, bah, je ne suis pas du tout intelligente. Euh, et donc, je me suis dit, bah, incapable de faire les études. Ce qui, en plus, au lycée, nous, en Belgique,
on a le droit, la dernière année, d'aller voir une école dans laquelle on avait envie d'aller. Moi, je voulais être archéologue. J'aime bien fouiller, j'aimais bien l'histoire. J'étais une passionnée d'Égypte. Et je dis à mon prof, ben moi, je vais aller à l'université en archéologie. Il me fait, toi, faire des études? Wow. Et là, je le regarde, Monsieur Deldim, il s'appelle. Je le regarde et je fais, ah non, mais vous avez raison. Et je suis allée en horticulture. Donc, je suis allée visiter l'école d'horticulture et j'ai ramené une petite plante, un Ficus benjaminia, que j'ai pris soin pendant des années et c'était mon symbole parce que là, je me suis dit, ben, je ferai quand même les études que j'ai envie de faire. Et donc, ça a été, et elle a grandi, qu'elle a même fleuri, ce qui est hyper rare. Ouais. Et voilà, donc après ça, j'ai pas fait effectivement l'archéologie ni l'horticulture chez le conservatoire. Alors justement, qu'est-ce qui fait quand on est dyslexique, enfant comme ça, et qu'on se sent nul? Parce que voilà, puisqu'on nous le dit. Qu'est-ce qui fait que Oui, ça bascule et qu'est-ce qui t'a permis, toi, de ressortir ça? Est-ce qu'il y a une personne en particulier ou est-ce qu'il y a un acte non. fondateur? Alors, personne. J'ai eu la Ouais. chance que ma maman aimait tout ce qui était théâtre. Et quand je lui ai dit, ben moi, je veux être comédienne, et c'est grâce à elle que dès le lendemain, j'ai d'abord été inscrite à l'académie. Et Mhm. donc, là, ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que ça m'a permis, en fait, d'exprimer tout ce qu'il y avait à l'intérieur, mais sans le savoir, en fait. Donc, j'ai fait plein de personnages. J'ai fait le personnage de ZZ. J'ai fait des personnages romantiques. En fait, j'en ai fait plein Mhm. et ça m'a libérée inconsciemment. Donc, le théâtre m'a aidé à me dire que j'avais du talent parce que j'ai eu de la chance de effectivement faire partie, là, enfin, des bons élèves. Donc, en fait, c'est personne, c'est juste moi qui ai eu la chance, grâce à ma maman quand même, puisqu'elle m'a Mhm. inscrite, de pouvoir développer un talent dans le milieu artistique. Et donc tu arrives, tu pars à l'académie, tu fais de l'art dramatique et tu vas arriver au conservatoire. Oui, Conservatoire de Bruxelles. oui. Quelqu'un de dyslexique arrive au conservatoire de Bruxelles. Comment on y arrive? Mais en fait, beaucoup d'artistes sont dyslexiques. Ouais, je sais. Parce que la dyslexie, en fait, pour aujourd'hui, est un don. Ouais. Parce qu'on est extrêmement créatif. On a dû évoluer dans un monde qui n'était pas le nôtre, en tout cas avec des mots et qui n'était pas du tout dans notre univers. Et donc, en tout cas, je vais parler de moi. Donc, moi, j'ai développé énormément de créativité et surtout, on apprend aussi à être empathique. Quand j'ai appris aussi à être empathique. Donc, bah, la créativité au Mhm. conservatoire, bah, c'est quand même ce qu'il faut, en tout cas, pour aller rechercher son personnage, aller faire des fouilles pour savoir qu'est-ce que je vais utiliser comme corporel, qu'est-ce que je vais utiliser peut-être dans ma voix, etc. Donc, au contraire, ça aide beaucoup. Et je continue dans mes questions hors question. Comment on apprend un texte quand on est dyslexique? Eh bien, écoute, c'est un truc que je ne peux pas t'expliquer. J'étais Ouais. incapable à l'école de retenir la moindre formule. En fait, c'était une catastrophe nationale. Mais les textes, j'en ai bouffé du classique, du romantique. Je faisais de la déclamation, donc il y avait du Victor Hugo, enfin, tous des trucs. Tu te dis, mais c'est impossible. Mais en fait, j'aimais tellement ça et que ça ne me posait plus de problème. Donc, je me dépêchais d'apprendre pour pouvoir enfin être libre dans mon texte et être libre de pouvoir exprimer, bah, de jouer le rôle, etc. Donc, je n'ai pas de technique en te disant, ben voilà une Non, technique d'apprentissage. Je crois que c'est en aimant ça que ça arrive. la passion, le fait de se sentir aussi valorisé, c'est quelque chose forcément qui change. Oui, pourtant, au conservatoire, c'était l'enfer, hein. Ouais. Ah. C'était l'enfer. Ah oui, parce que moi, beaucoup trop sensible, donc dyslexique et en plus hypersensible. Et moi, je suis plutôt du style à ouvrir les portes et à dire, Mm. bah, écoute, on a un casting, viens, on va le faire. Parce que pour moi, si pour avoir 1 million de personnes, si c'est toi qui dois être pris, c'est toi qui seras pris. Mais dans ce milieu-là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est plutôt tendance à pousser les gens. Donc, moi, ça n'a pas été mon grand bonheur, même si j'ai aimé faire ce que je fais. Mais Mm. voilà, trop sensible. Et donc, j'ai dû apprendre à être moins sensible et être plus les pieds sur terre. Et à ce moment-là, tu commences à faire quelques formations à l'étranger. Tu es parti, si je me trompe pas, tu quittes un peu la Belgique pour aller vers Paris, Montréal, si je me trompe pas aussi.
J'en ai peut-être oublié, dis-moi tout. Non, pour le moment, non. Bah, à un moment donné, j'en ai un petit peu marre et j'ai envie d'aller découvrir autre chose. Donc, je décide d'abord, du jour au lendemain, je décide, ben, moi, je m'en vais à Montréal. Je connais rien de Montréal, je ne sais pas pourquoi, mais je décide d'y aller. Je revends tout ce qui est à revendre, je remets mon appartement qui est en location. J'ai pas du tout de logement pour aller à Montréal, rien du tout. Je m'embalèque. J'irai dormir chez les nonnes s'il faut. C'était toujours ma grande phrase à l'époque d'aller dormir chez les nonnes. Grande chance. J'ai une connaissance qui, elle aussi, était quelques mois avant moi à Montréal, mais je ne le savais pas, qui me téléphone le jour de mon anniversaire, qui me dit: Anne, j'ai un logement. Très bien, pas pour les nonnes. Et me voilà Allez. partie pendant 9 mois à Montréal, où j'ai adoré cette ville. Moi, je dis toujours qu'une partie de mon cœur est restée là-bas et que j'irai un jour récupérer cette autre partie et certainement y vivre définitivement. Mais ça a été une très belle expérience. J'ai fait des courts-métrages, donc ça m'a permis aussi de découvrir la culture française, canadienne, parce que c'est très Mhm. important, québécoise, pardon, pas Ah oui, canadienne, québécoise, attention. québécoise, qui n'est pas la même chose. Donc ça, c'était très chouette. Et puis, je suis repartie à Paris pour terminer un peu plus mon année, où là aussi, j'ai fait plein de formations face caméra. Donc, en tant qu'actrice, moi, j'avais eu ma formation en tant que comédienne, et là, je voulais un petit peu avoir une formation en tant qu'actrice. Alors justement, les premiers rôles, ça donne quoi les premiers rôles de comédienne, d'actrice? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'est-ce qu'on Mais apprend? Qu'est-ce qu'on retient ou qu'est-ce comment qu'on on apprend? retient? Qu'est-ce qu'on retient et comment on apprend aussi? Parce que tu arrives, on te dit, bah voilà, on t'a une formation. Je suppose que c'est quand même une formation plutôt concrète sur le terrain. Mais maintenant, il faut passer à l'acte. Il faut avoir les premiers rôles. Il faut être actif. Comment ça se passe? Ben, c'est des castings, c'est aller dans les agences, Ouais. ou ben, comme moi j'ai fait, parce que je suis toujours quelqu'un de super dynamique, donc j'ai décidé un jour de monter Madame Marguerite de Roberto Ataïde. Je ne sais pas si tu connais, il y en a certains certainement qui connaîtront, qui a Mhm. été joué par Annie Girardot à l'époque, mais moi j'étais très jeune quand je l'ai fait. J'avais, par rapport au rôle, hein, c'est quand même un rôle où c'est Ouais, plus ouais. de mon âge maintenant, mais je l'ai fait, où j'ai eu des très chouettes articles, et donc voilà, j'ai pris le texte. J'avais une amie qui faisait de la mise en scène, elle m'a mis en scène, et puis bah, on frappe à toutes les portes, on loue des salles pour se faire remarquer. On passe des castings, puis on a la chance de se dire: Youpi, j'ai un rôle dans un soap où je fais une avocate, donc ça c'est trop cool. Puis après, bah, ça marche pas, et puis des fois ça marche, donc voilà. Ok. Et justement, tu apprends encore ce métier. Qu'est-ce que tu pourrais retenir comme expérience frappante, justement, ou comme expérience d'apprentissage de cette période-là? Parce que c'est une période avec des hauts et des bas, comme tu le dis. Tu as une expérience marquante, là, un exemple qui pourrait ressortir de ce que tu aurais appris? Il y a un exemple, mais pas en tant que comédienne, parce qu'à un moment donné, j'ai donné cours. Et Ok. j'aimais vraiment ça à des jeunes. Et je me rappelle qu'une maman vient près de moi en disant: Écoutez, voilà, mon fils, c'est une catastrophe. Nous, on appelle ça les dissertations. C'est-à-dire, tu sais, c'est ces élocutions qu'on doit faire dans la classe, Oui. un sujet bien prédéfini. Il dit: C'est une catastrophe, il a la plus mauvaise note, il a le stress. Et donc, je le mets chez vous pour qu'il puisse un petit peu se libérer. Très bien. Donc voilà, l'année se passe, on travaille ensemble. Et puis la maman, elle vient me trouver en cours d'année. Elle me dit: Écoutez, il a eu la meilleure note. Et ben, en fin d'année, donc quand il aura fini l'année, il ne viendra plus à votre cours. Et pour moi, ça a été la plus belle Hmm. récompense, c'est de me dire qu'elle allait pouvoir jouer au foot, qu'il n'était plus obligé de prendre un cours de théâtre, parce qu'il était enfin libre de prendre la parole et qu'il avait surtout la meilleure note. Ça, c'est génial. Bah, justement, on va y arriver, c'est la bonne transition. Qu'est-ce qui fait que tu te donnes l'envie ou que tu as l'envie de justement former, de transmettre? Qu'est-ce qui te lance dans ce domaine-là? Alors d'abord, tout a commencé parce que je prenais plus de plaisir en tant que comédienne. J'ai toujours aimé partager des choses, planter des graines, et j'avais pas l'impression que ce que je faisais avait de l'importance. Alors bien sûr, c'est important qu'on puisse faire rire, c'est important que les gens passent du bon moment, mais moi, j'avais vraiment envie qu'il y ait une résonance après. Et donc, du coup, ben, j'y prends plus plaisir. Je Hmm. me dis: Tiens, j'aime quand même donner cours,
et je décide de faire d'autres formations. C'est-à-dire que je constate que quand je donne cours, il y a beaucoup d'émotions qui viennent et c'était important pour moi que les gens puissent prendre plaisir et que quand ils sortent de l'atelier, du cours, de la formation, ils ne soient pas complètement déstabilisés par un tas d'émotions. Donc, je me dis, moi, je vais aller me former. Je me suis formée donc en clown-thérapie, en sophrothérapie, en réflexologie plantaire, enfin, un plein de formations brèves, ce qui m'a permis en fait de pouvoir être encore plus dans la compréhension des personnes que j'avais en face de moi. Et je me suis dit, mais quel outil fabuleux, cet outil de prise de parole qui va me permettre en fait de permettre aux gens d'être libres dans leurs paroles, d'être qui ils sont. Et il y a tellement de belles évolutions dans les ateliers, de les voir en disant non, moi je n'ose pas. Et puis il y a une libération comme ça, même après, c'est pas que dans l'atelier. Donc c'est pour ça que j'aime coacher, que j'aime faire des ateliers théâtre, c'est pour me dire que en fait, on a tous le droit à prendre la parole. On a tous le droit de dire ce que l'on pense avec bienveillance, avec empathie, parce que rester dans le silence peut en fait détruire l'intérieur et son âme. Et tu l'as vécu. Ouais. Justement, le silence est quand même encore important hein, dans tout ce que je lis, je vois sur toi. Euh, Tu l'apprends aussi, le silence, ça s'apprend, Qu'est-ce que ou tu veux pas? dire? C'est-à-dire que... Est-ce que est-ce que c'est quelque chose, parce que tu disais, certaines personnes ont du mal à s'exprimer, mais parfois aussi certaines personnes ont du mal à utiliser le silence. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, et c'est intéressant aussi, je pense, dans les cours de prise de parole, je suppose que tu en parles assez souvent. Quelle notion là, et comment tu arrives à justement amener les gens à utiliser ces silences? Le silence, pour moi, c'est un cadeau quand il est vécu comme vrai silence. Mhm. Pas comme un silence, bah, je dois me taire. Donc, déjà, il y a des exercices bah, qui doivent se faire dans le silence pour comprendre déjà la beauté du silence. Mais souvent, les exercices au départ du silence, il y a la gêne qui arrive, il y a toutes les pensées qui sont là dans l'esprit. Donc, il faut en fait faire comprendre que juste un moment de silence face à l'autre, c'est une découverte de l'autre, c'est une découverte de soi et c'est aussi prendre le temps de l'écoute parce que des Oui. fois, on répond beaucoup trop vite. Est-ce que je réponds à ta question ou c'est pas Oui, encore... complètement, complètement, complètement. Moi, je pense souvent au monde asiatique et japonais où très souvent, quand on parle à quelqu'un, il y a un temps de silence avant la réponse. Que Ouais, nous, Européens, on a parfois du mal à interpréter, alors que c'est juste un moment d'intégration, de réflexion et justement qui permet d'avoir une réponse peut-être un peu plus construite et un peu moins, comment dire, émotive. Je ne sais pas si c'est le mot, ouais. mais en tout cas, voilà. Après, c'est très bien aussi de répondre avec émotion, avec passion. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que des fois, quand on répond vite, c'est parce qu'on a peur de ne pas, d'oublier ce qu'on a à dire, qu'on a peur de ne pas dire les mots justes. Et donc, on Mm. s'imagine qu'en disant tout de suite, eh ben, ça va aller. Mais non, c'est comme choisir le temps de la discussion. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec ma fille qui voulait discuter avec son compagnon. Elle dit, oui, mais moi, je ne peux pas retenir ça, je dois tout de suite lui dire. Ben, je dis non, en fait, il doit savoir aussi, est-ce que lui sera réceptif à ta Bien discussion sûr. là, maintenant, tout de suite. Je veux dire, tu dois aussi des fois apprendre, même si c'est un peu compliqué, de rester dans le silence si tu veux que la conversation soit positive. Certain. On va revenir sur tes formations. Tu englobes pas mal de choses. Je voulais juste 2 secondes que tu me parles de la clown thérapie, s'il te plaît, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Bon, moi, j'ai lu clown thérapie, je me suis dit, ah, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait, moi je l'ai fait il y a vraiment très très longtemps. C'est à travers le clown, bon, on sait qu'il y a le clown triste et le clown Mhm. joyeux, et donc c'est tout des exercices de confiance en soi aussi, c'est faire confiance à l'autre, c'est d'aller chercher son clown intérieur, donc c'est aller accompagner les gens à aller chercher leur joie de vivre si tu veux, aller se C'est connecter vrai. à l'enfant intérieur si tu préfères, et d'aller retrouver toute cette part d'innocence que des fois on oublie parce qu'on dit je suis adulte, donc maintenant je dois être très très sérieuse. Je n'ai pas droit à trop rire. Donc on va chercher tout ça
pour libérer en fait quelque part la parole, le cœur et le corps. Top, top. Je reviens encore sur ces formations. Toi, maintenant, après coup, parce que quelqu'un qui avait des difficultés d'apprentissage, on va dire, à l'école, d'enchaîner toutes ces formations-là, est-ce que justement maintenant, tu as pu développer, tu as pu connaître ta façon d'apprendre et développer ta propre façon à apprendre? Alors, il y a eu ça, il y a aussi, à force de travailler avec les gens, à force d'accompagner, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, j'utilisais, c'est pas toujours la même chose, mais qu'il y avait une ligne conductrice. Ouais. Et pour faciliter la compréhension, c'est vrai, je me suis dit, bah, en fait, ça s'appelle vie. Donc, j'appelle ça la méthode vie. Et j'aime beaucoup en plus vie, où on est là sur lever, ce sont des valeurs, donc on va aller d'abord savoir ses propres valeurs. C'est ce que je raconte aussi dans ma conférence, et ce que je partage plutôt dans ma conférence. Donc, si tu ne connais pas tes valeurs, c'est un peu compliqué aussi d'avancer sur ton vrai chemin, même dans la parole. Hmm. Donc, donc V comme valeur, et puis il y a le I, qui est pour moi l'intériorité renforcée, c'est-à-dire c'est trouver ses forces intérieures qui vont te permettre, si on reste dans la prise de parole, qui vont te permettre, en cas de souci, te dire, ben moi je sais que ma force intérieure, c'est l'humour. Donc, je suis toujours un peu à la belge, un peu décalée, donc je vais pouvoir faire de l'humour. Ok, pas de problème, il se passera quelque chose, je vais retourner la situation. Donc, c'est connaître ses forces qui vont pouvoir te permettre, en cas de souci, d'aller chercher cette force et de t'aider à continuer sans que tu restes pétrifié et sidéré. Le E, c'est effectivement l'expression authentique. Donc, une fois que tu connais tes valeurs, une fois que tu connais tes forces, eh bien, tu peux actionner ton authenticité, accepter que tu bégayes peut-être, accepter que tu as un accent, accepter que des fois, tu mets peut-être les phrases à l'envers, mais que c'est pas grave, mais c'est en tout cas te dire, bah, mon authenticité, en fait, ça fait partie aussi de ma valeur et ça fait que c'est comme ça qu'on va m'écouter. Même les leaders, en fait, le jour où les leaders comprendront où les patrons comprendront qu'en étant eux aussi authentiques, ils amèneront beaucoup plus de personnes vers eux et ces gens, leurs employés, auront plus envie de l'écouter parce qu'ils auront en face un humain et pas un robot qui peut lui aussi se tromper. Et se tromper, ce n'est pas se dévaloriser, c'est au contraire, c'est l'utiliser comme une force aussi intérieure. Ça, c'est important, ce message sur l'authenticité. Alors, authentic learning, échange authentique. Voilà, on y est, on y est. En cheval de bataille aussi. On y est, on y est. Là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est important. Moi, je le vois dans la formation. Changer les gens. Allez, j'ai été prof. Je sais qu'on a tendance à vouloir les faire rentrer dans un moule. Changer les gens, c'est pas toujours la bonne chose. Alors attention, les faire évoluer, c'est pas la même chose. Mais voilà, et rester dans cette forme d'authenticité dans la vie, dans l'apprentissage, dans la prise de parole, comme tu le dis aussi. Oui, c'est quelque chose d'important. Euh, Comment ça s'enseigne, l'authenticité? Ah, Alors déjà, il y a une chose dans l'authenticité, si on reste sur mon sujet qui est de la prise de parole, bien c'est sûr. qu'on va choisir la partie qu'on souhaite montrer, parce qu'on n'est pas obligé de montrer tout. On a aussi un jardin secret, on a aussi une vie privée, on n'est pas obligé de tout prendre. On va déjà se dire, ben, écoute, moi, par exemple, dans mon travail, moi, demain, je dois présenter quelque chose à mes employés. C'est important qu'ils adhèrent, même si c'est compliqué. Et bien, on va aller chercher déjà, à travers les valeurs, ses propres valeurs, les valeurs de l'entreprise, si on est dans une entreprise, et se dire, OK, on a ces valeurs-là. Maintenant, tu dois annoncer telle chose. Les gens que tu as en face de toi, c'est qui? OK, ils fonctionnent comme ça. Avec cet ensemble-là, comment on peut créer quelque chose à laquelle il peut être à l'écoute sans se sentir agressé, sans se sentir abandonné, sans se sentir pas du tout à l'écoute. Et donc, c'est tout un petit, c'est pas un petit, c'est tout un cheminement qu'on va faire ensemble pour que le texte, le corps, le cœur, l'âme puissent être en cohérence. Parce que si tu Mm. n'es pas en cohérence, c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus d'authenticité et c'est à ce moment-là que les gens en face se disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne suis pas d'accord avec lui parce que l'incohérence rentre en jeu. Donc, il faut toujours être cohérent. Donc, petit à petit, c'est se dire, bah, écoute, moi, en fait, j'ai la chance aussi de pouvoir comprendre l'autre très facilement.
Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça c'est compliqué de dire comment je travaille, parce que je travaille en fonction du rythme de l'autre, Bien sûr. en fonction de sa capacité aussi à offrir son authenticité, parce que des fois, on offre une petite goutte, et puis on l'offre, et puis 3 mois plus tard, peut-être, on va offrir une autre, et on va agrandir. Donc, ça se fait au rythme de l'autre, et selon la personne, et selon ben, son envie, sa capacité, parce que moi, je ne peux pas non plus forcer l'autre à être ce que je vois de lui ou d'elle. Est-ce que je Bien sûr. réponds à ta question? Parce que question pas Oui. évidente pour être Non, clair. non, mais c'est fait exprès, hein. J'ai prévu de te torturer aujourd'hui un petit peu. Ah, Non. très bien. Allons-y, Non, portez-la. mais non, non, mais c'est important et c'est important ce côté aussi intuitif, ce côté aussi. Euh, on peut pas tout expliquer. On peut pas toujours tout expliquer et c'est important de faire confiance à ses émotions, à ses ressentis. Et moi, je fonctionne aussi beaucoup comme ça avec les gens que j'accompagne. Bon, On on a accompagne. quelques explications, mais voilà, on accompagne de l'humain et l'humain, c'est pas toujours écrit. Non, tu sais pas son rythme. Quoi, si, tu peux comprendre son rythme, mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait une méthode pour que les gens comprennent, mais quelque part, Bien je l'ai sûr. fait pas pour moi. Et je l'ai fait pour qu'on comprenne le cheminement et après expliquer comment moi ben, viens faire un coaching et puis tu comprendras. Ouais, voilà. Allez, on mettra les coordonnées d'Anne, Ah non, justement. c'est pas pour ça que tu dis ça. Non, c'est pas du tout pour ça que tu Bon, fais ça. non, 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 c'était mieux, pas de souci. Euh, je sais que tu as plein de cas différents de personnes qui viennent te voir pour mieux s'exprimer ou pour s'exprimer encore, ouais, voilà, progresser dans leur prise de parole. Euh, S'il y avait un conseil que tu retiens, toi, à quelqu'un qui a un petit peu peur, qui se dit je dois parler devant du public, lequel ce serait? Et il va être vraiment bateau, hein. Bah, c'est Sûrement. qu'il faut se lancer, c'est qu'il faut oser et se faire accompagner. Ouais, C'est-à-dire que si vraiment il y a, pour moi, tout le monde devrait se faire au moins accompagner une fois dans sa prise de parole, euh, parce que seul, c'est pas évident. mm, Et on a un bien sûr. regard, et si la personne, elle veut pas se faire accompagner, au moins qu'elle donne une fois son texte devant quelqu'un. Mais se faire accompagner, c'est l'idéal. Bah, je ne sais pas si tu dirais autre chose. Je pense que si les gens... Je dirais rien de plus. Allez-y, testez, faut essayer. Bah oui, c'est comme Yes. chez toi. Je veux dire, si tu y vas pas, il faut se mettre dans l'action, quoi. Sans action, bah, tu vas rester dans ton canapé en disant oh, 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 j'ai peur, j'y arriverai pas, je suis nulle. Oui, bah, tu as raison, on continue, quoi. Mhm. L'accompagnement est important. Bah oui, Il te met en tout. confiance. Il te met en Mm. confiance. C'est ce qu'il faut aussi faire passer comme message, c'est que c'est pas que de la technique. Il y a aussi cet aspect où bah, l'accompagnement te montre que c'est possible, tout simplement. Et surtout, qu'ils doivent se dire, les gens, que les gens qui sont sur scène, ils se sont fait accompagner, hein. Mais bien Plein sûr, de gens se font accompagner. Les acteurs continuent à être coachés. Même les DiCaprio continuent à être coachés. Je veux dire, c'est pas une honte. C'est comme ça. C'est tout le monde se fait. Des maires, le président, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a son coach. bien sûr, bien sûr. C'est essentiel. Je discutais avec un tennisman il y a 2 jours. Henri Lecomte, pour ceux qui connaissent, qui a été 5e joueur mondial, etc., et Ouais. qui expliquait que justement, quand il est devenu commentateur sportif, autant dans sa période tennis, à l'époque, il y avait moins de médias, c'était plus facile, mais quand il est devenu commentateur sportif, il a dû travailler justement sur sa Ah façon de ouais. s'exprimer. Voilà. Et en plus, ça, c'est particulier, un commentateur précis, ça a vraiment un rythme, ça a vraiment, parce que les gens ont à Louis, ils savent reconnaître le présentateur sportif Bien qui sûr. n'est pas le même commentateur qu'un journaliste. Donc, je le redis, tout le monde, à un moment donné, en tout cas ceux qui prennent la parole, ils sont pas nés en disant Ouhou, je suis le super-héros de la prise de parole. Non, ça n'existe pas. Il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres, mais ils ont quand même pris un coach. Oui, après, c'est une question de plaisir aussi. Certains prennent plus de plaisir que d'autres, mais voilà, effectivement, je te rejoins, c'est quelque chose qui est important. Et prendre du plaisir au final, quel qu'il soit, c'est Ah oui, essentiel surtout. là-dessus. Parlons un peu du rôle de maître de cérémonie. Tiens, on n'en a pas parlé encore jusqu'à maintenant. Est-ce que tu vois une petite différence sur ce rôle-là par rapport à un rôle de conférencier ou même de comédien que tu as pu avoir avant? C'est complètement différent. Ouais, Le comédien, il va avoir un texte et il va prendre le personnage et s'habiller avec le personnage. Ça, mais à travers son authenticité aussi, hein, parce qu'il faut trouver bien sûr. l'authenticité du personnage. C'est pas son authenticité. Ça, c'est le comédien.
le conférencier ou la conférencière, il a une expertise, il partage son expertise, ce n'est pas une formation, et il partage son expertise, il partage des tips. Moi, j'aime que ce soit dynamique, donc ça part entre des allégories, je fais venir les gens sur scène, on rigole un bon coup, on rigole moins, donc ça passe dans tout. Donc ça, mais les gens doivent sortir de la conférence en ayant un petit déclic ou une réflexion et en ayant au moins un tips, en disant, ah ok, je peux déjà mettre ça en place. Ça, c'est la Mm. conférence. Le maître ou la maîtresse de cérémonie, comment moi je le vois, il va accompagner l'événement. Il va respecter le timing. S'il y a un problème technique, il va gérer le problème technique, donc c'est-à-dire il va meubler. Moi, ce que je fais aussi, ils ont la possibilité avec moi de se faire accompagner s'ils doivent venir sur scène, donc je peux les aider aussi à ce qu'ils soient encore beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, je suis, si tu veux, le fil conducteur Mhm. de tout un événement et qui doit respecter une heure d'arrivée, une heure de départ et qui doit respecter aussi que tout se passe bien, que même s'il y a eu plein de soucis, personne n'a jamais rien vu. Et c'est surtout mettre l'autre en valeur, quoi. Ceux qui viennent sur scène, les mettre en valeur. Parfait, parfait. On va un petit peu parler de l'actu. Quels sont les projets ou l'actu du moment d'Anne Van Den Sande? Alors, ben, moi, j'ai un gros projet sur lequel je travaille depuis plus d'un an, qui est un documentaire qui s'appellera Parole, qui s'appelle déjà, je vais dire qui Oui. s'appelle Parole sous silence. Mhm. Parce que le jour où j'ai entendu Judith Godrèche, ce fameux discours qu'elle a fait, qui a été relayé partout, Mhm. je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi attendons, parce que je me suis mise dedans, pourquoi on attend tellement de temps avant d'oser prendre la parole de choses qu'on a vécues? Et donc, est née Parole sous silence. Et je vais aller interviewer des gens pour essayer de comprendre comment on vit ce silence. Est-ce qu'on s'en rend compte qu'on vit dans le silence? Comment on fait pour sortir du silence? Qu'est-ce que ça fait de sortir dans le silence? Et Mhm. surtout, est-ce qu'au final, on arrive à trouver ce silence méditatif, ce beau silence, ou alors est-ce que ce silence, il y aura toujours un fond, un bruit? Donc voilà, c'est ça, Parole sous silence. Ce sera un documentaire. Donc pour le moment, c'est à l'étape. Il y a des projets, il y a des choses qui vont certainement se Ouais. mettre. Donc j'espère pouvoir commencer à tourner en 2025. Et j'aimerais aussi faire un grand spectacle. C'est pas un spectacle, c'est un show, enfin un peu sur l'authenticité, sur la prise de parole, sur la communication, voilà, où je mélangerais l'art, parce que je reste quand même une artiste, où il y aurait du chant, de la danse, en fait, tout ce qui est possible dans la communication, même la peinture. Voilà, Bien donc sûr. ça, c'est un projet, donc c'est peut-être pas pour 2025, ce sera peut-être pour 2026. Voilà, ou sinon, continuer à donner des conférences, à coacher, et voilà, c'est déjà pas Parfait. mal. Mais c'est encore un apprentissage parce que apprendre à justement tourner un documentaire et je pense qu'il y a tout un travail de fond, de préparatoire, de fond aussi, financier. C'est un nouveau métier, Bah, ça ça encore presque. dépend, parce soit effectivement, j'ai la chance et je trouve bah, quelqu'un qui est hyper intéressé par le sujet, qui dit, bah, OK, bah, nous, on t'achète, voilà, et il y Ouais. a un contrat. Ou soit, comme je discutais avec quelqu'un, le partenaire de Poisson Fécond, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui est un De nom. youtubeur. Et je lui parlais je me disais, j'hésite, est-ce que je le fais sur YouTube? Et il me disait, bah oui, vas-y, bien sûr, fais-le sur YouTube. Donc je pourrais aussi très bien, je discutais avec j'ai rencontré quelqu'un de brut, il dit, bah, tu sais, nous, c'est nos téléphones hein, qu'on prend. Donc il fait, tu Mm. peux très bien le faire comme ça. Donc c'est la réflexion. Est-ce que moi, mon petit téléphone, Marine Lagne, on y va et je fais, parce que je veux pas faire du Zoom, je veux vraiment aller rencontrer les gens, je veux vraiment Ouais. du face à face. Je verrai, je crois en ce qui est juste. Et donc, si c'est moi toute seule avec mon micro, Marine Lagne ou mon téléphone, et ben, ce sera comme ça et ce sera sur la partie YouTube. Ou sinon, ben, peut-être que j'aurai une équipe et ce sera Hollywood. Je te le souhaite. Je te souhaite, quoi qu'il arrive, beaucoup de réussite parce que c'est un sacré projet et très intéressant. Et puis, on va suivre ça avec grande attention.
Je vais finir, on va conclure là-dessus. Je vais finir par cette question que je pose à tous les invités. Mm. Quelle est ta dernière expérience d'apprentissage, toi, Anne van den Sande? Quelle Ma est, oui, dernière, toi, ta dernière expérience d'apprentissage, la dernière chose que tu as apprise et ton ressenti, bien sûr. alors, c'est dans l'apprentissage de la vie. Euh, j'ai déménagé pour venir vivre à Lille avec joie et bonheur. Je revenais dans mes racines, proche de mon pays, proche de mes amis et surtout proche de deux garde-meubles. Et j'étais très heureuse de pouvoir récupérer tout ce que j'avais mis en pause quelque part dans ce garde-meuble. Et puis quelqu'un a décidé autrement. Il s'est dit que c'était bien de vider mon garde-meuble. Et Merci. sans le savoir, j'ai découvert que je n'avais plus de meubles, que je n'avais plus rien du passé, que je n'avais Waouh, plus les cadeaux que ma fille m'avait fait, que je n'avais plus les dessins que ma fille m'a fait, que ma fille également avait perdu tout son histoire, même si elle a 18 ans et qu'elle pourra encore en créer. En tout cas, plein de choses avaient disparu. bien sûr. Et j'ai eu un choix. J'ai eu un choix d'être en colère et d'aller casser la figure à la personne, ce qui n'est pas du tout mon style, ou de me dire, au final, qu'est-ce que j'ai envie? Eh bien, j'ai découvert que j'avais la plus grande des résiliences. C'est que je me suis dit, ce qui est fait est fait. Cette personne aujourd'hui vivra avec ça. Mm. C'est son choix, ce n'est pas le mien. Et donc, j'avais plus de table. Comme ça, j'avais plus de meubles hein, aussi. Hein. Donc, je me suis retrouvée à devoir Sympa. racheter tout ça. Et surtout que ma fille n'était pas encore arrivée. Je voulais qu'elle ait sa chambre. Il n'y avait plus. Et je me suis dit, ben, je vais célébrer ça. Je ne veux pas. On m'a enlevé ma joie d'ouvrir mes cartons. Et donc, j'ai décidé d'aller me faire un cadeau pour amener du positif et me dire, ah ben, Mm. ça s'appellera du renouveau. Je n'ai jamais été en colère contre cette personne. Je ne serai jamais en colère. C'est son choix de vie. Aujourd'hui, j'ai un nouveau canapé, j'ai une nouvelle table et une nouvelle chaise. Ma fille a une nouvelle chambre. Il y a plein de nouvelles choses. Alors, Ouais. c'est vrai qu'encore de temps en temps, je dis, ah non, j'ai plus. Ah Mm. non, c'est Bon, parti. ouais. Voilà, il y avait des choses comme le fauteuil de mon grand-père qui m'avait suivi tellement d'années dans tous mes logements. Ben, aujourd'hui, il fait le bonheur de quelqu'un d'autre. Bon. Voilà, ça, je dirais que mon apprentissage, ça a été l'apprentissage de la résilience et je me suis dit, en fait, je suis extrêmement résiliente. Mais sans être, tu sais, c'est pas la résilience sans action, sans, c'est, Oui, voilà, passive. Ouais. voilà, passive, merci, c'est ce que je cherchais, pas celle-là. Voilà, c'est mon apprentissage. Donc, pas apprentissage d'études, mais apprentissage de la vie. Bravo. Bravo. Très beau message. Merci, Anne. Merci d'avoir accepté. Une Attends, très moi j'ai belle. envie de Oui. terminer. Ah, vas-y, je Une t'en chose, prie. j'ai envie de Bien dire sûr. à tous ceux qui ont peur encore d'apprendre, c'est que l'apprentissage, c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir Ah, parce que c'est disponible tout le temps et que ça permet une ouverture grande. Ce n'est pas une honte de se mm. dire qu'il faut apprendre ou réapprendre. Au contraire, sachez que c'est votre super pouvoir. Et ceux qui osent être dans l'apprentissage, même quand ils ont 60 ou 70 ans, ben, ce sont des super-héros. Je peux pas dire mieux. Merci beaucoup, Anne. Vas-y. Bah, plein de bonnes choses pour tous tes projets. Hein. Je te Oui, souhaite aussi une merveilleuse année 2025. En tout cas, merci. meilleure que toujours, la meilleure possible. On va dire ça comme ça. Merci encore d'avoir accepté. On va suivre tous ces projets et puis à très bientôt. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Et moi, je souhaite en tout cas plein de bonnes choses à tes auditeurs. Et surtout, je leur dis, sachez qu'on est tous des super-héros. Merci beaucoup, Anne. À Avec bientôt. plaisir. À bientôt. Au revoir.